Bonjour. Un peu de littérature aujourd'hui pour changer. J'ai envie de vous lire quelques extraits d'un ouvrage qui a été une véritable révélation pour moi cet été, Et d'une vie toute animale, de Sandrine Bourguignon, paru aux éditions Cambourakis en 2024. Au réveil, elle ouvre au chien et découvre des giclées de sang sur la porte de l'atelier. Un blaireau, un renard ou un rapace nocturne a probablement tué une proie à quelques mètres de leur sommeil, et elle comprend que la chasse n'est jamais close entre les bêtes. La mort est une donnée naturelle et continue de la vie sauvage, et Laure comprend qu'il va lui falloir consentir à être dedans, parmi. Elle nettoie le sang que Diogène a déjà en grande partie léché, et en prenant son café sur le muret de pierre sèche, elle écoute les fragiles gazouillis dans l'air, ou plutôt les tentatives, les essais, les brouillons de gazouillis. Les oiseaux vocalisent, ils chauffent leur voix, et le chien urine sur quelques touffes d'herbe comme s'il marquait son territoire. C'est le début des emménagements, le moment où chacun cherche sa place dans la cohabitation générale. En relevant la tête, elle constate que les collines ont dénoirci dans la nuit, et en traversant le petit bois, elle découvre que des centaines de jonquilles sauvages ont éclos. Elle prend une photo qu'elle enverra à son grand-père, et Diogène revient en mâchouillant un gant de jardinier qu'il a volé au fond d'un hangar. Il est suivi par 2 agneaux minuscules qui semblent le prendre pour leur mère, le poursuivant dans la pente, et c'est un spectacle assez savoureux de voir le chien échouer à se débarrasser des 2 agneaux qui lui courent après, quelles que soient les trajectoires et les pointes de vitesse qu'il effectue. Laure ignore comment le trio a finalement soldé cette affaire, mais Diogène rentre à l'atelier une demi-heure plus tard et finit de déchiqueter le gant de jardinier sur le paillasson. Dans l'après-midi, elle lave des lainages qu'elle étend sur le fil de fer qui enceint la pradelle. Elle a trouvé des sachets de graines dans un tiroir et tente de faire quelques semis qu'elle dispose sur l'établi devant la verrière qui leur fera comme une serre. Elle n'a jamais eu la main verte, mais elle se dit qu'il nous faudra bien apprendre à cultiver des lieux de vie au bord du désastre. Dans la lumière du soir, elle surprend un renard qui traverse à pas de loup le troupeau des brebis et des agneaux, qui ne prêtent aucune attention à lui. Il y a comme un pacte tacite de non-agression, une parenthèse pacifique un peu inexplicable, et le renard disparaît dans le petit bois. Elle reçoit un appel de Madame C, qui lui téléphone depuis bientôt 10 ans à chaque changement de saison. C'est la veuve d'un patient qu'elle a accompagné en soins palliatifs et qui a gardé cette habitude de parler à Laure régulièrement. Un peu de tout et beaucoup de rien. Laure se glisse sous l'édredon pendant que le chien s'installe contre sa cuisse droite, et dans l'écouteur, la voix de la vieille dame à l'autre bout du pays lui décrit la nuit qui tombe lentement par la fenêtre, là-bas comme ici. Laure pense à la vie des morts qui nous lient, aux détours qu'ils nous font faire. Tous les matins, au lever du soleil, les cris d'un faisan logé au fond du hallier leur servent de réveil. Un tapis de pâquerettes forme désormais un parterre blanc devant l'atelier, et un chevreuil s'élance dans leur dos. Laure a à peine le temps de se retourner pour admirer son seau par-dessus le muret de pierre sèche. Les brebis sont couchées sur un replat de la pradelle, auprès de leurs agneaux, et Laure les observe longuement. Certaines mères ont la tête posée sur le ventre de la voisine, et un agneau noir s'est allongé dans une position similaire à celle que le chien prend parfois, les pattes étendues à l'arrière de son corps, comme une grenouille. Laure comprend pourquoi les premiers hommes ont inventé des dieux à tête d'animaux, et toutes sortes de chimères, tant la nature n'a de cesse d'inventer des formes et des allures improbables, aussi fascinantes que le mystère de la création. Elle essaye de ne pas écraser les jeunes et déjà si fiers euphorbes qui se dressent aux lisières, et elle contemple les taches de vin dessinées par le lichen rouge, qui marque la pierre comme le berger marque ses brebis. Chacun veut laisser son empreinte sur le monde. Diogène a régulièrement des malaises, ou du moins des crampes ou autre chose qui l'oblige à s'asseoir au milieu de leur balade. Elle observe impuissante sa façon d'endurer la douleur, quand il renverse sa tête en arrière en fermant les yeux, le temps que passe le spasme. Puis il repart revigoré en suivant toutes sortes de traces invisibles, et ce matin il s'arrête au-dessus d'une crevasse dans la roche du Lapia, la queue tendue et la patte avant gauche suspendue comme un véritable chien d'arrêt au travail. Laure a à peine le temps de le rejoindre qu'un serpent se dresse devant lui. Panique générale.
Diogène recule et la couleuvre avance, puis l'inverse et encore le contraire. La couleuvre feule, le chien jappe, l'or hurle, et une excitation paroxystique recouvre le causse. Le reptile parvient finalement à s'engouffrer dans une fissure de la roche, et l'or aperçoit son long corps de 2 mètres disparaître au fond du gouffre. Diogène n'a pas été mordu, et elle ne croit pas qu'il ait blessé la couleuvre, même si elle ignore si l'avoir ainsi réveillée de son hivernation peut la mettre en danger, ou si elle se rendormira pour réapparaître dans quelques semaines. L'or se pose sur une pierre pour reprendre ses esprits. Elle songe à ce qui s'est joué il y a 15 000 ans, aux embranchements de l'évolution des espèces et aux duels acharnés qui ont éliminé les uns et renforcé les autres. Elle refuse d'accepter l'idée que la sélection naturelle n'est toujours obéie qu'à la loi du plus fort, et veut croire que l'univers a su garder une place pour les perdants, dans l'équilibre de nos vulnérabilités. Aux côtés de Diogène, elle a parfois l'impression de rejouer l'histoire de l'humanité, qui commence avec l'arrivée du chien dans la vie des hommes. Car un jour, les loups devenus chiens se sont postés à l'entrée des grottes et ont monté la garde pour nous permettre de nous y enfoncer et d'y inscrire nos premiers mots. Parietto. Nos mains négatives sont ainsi devenues le point de départ de nos lignées enchevêtrées, indénouables.